ces chiffres, 67 977 détenus en France pour 57 325 places. La surpopulation carcérale en France n'a jamais été aussi importante. Triste record, titre ce matin le quotidien français Libération. Alors Christiane Taubira, la ministre de la Justice, veut changer la situation des prisons françaises. Écoutez ce qu'elle en dit. C'était le 4 juin, Fleury-Mérogis, peu après l'évasion de Redouane Faïd. Nos établissements sont dans la société, ce sont des prisons républicaines, en tout cas je veux qu'elles le deviennent. Les personnes qui entrent en détention sont des personnes qui vont sortir, revenir dans la société. Il faut donc préparer dès le premier jour la sortie de ces personnes. Il faut préparer leur insertion ou leur réinsertion. Il faut réduire les risques de récidive. C'est le moyen d'éviter de nouvelles victimes. Donc mon objectif c'est cela, faire en sorte que la prison soit un temps utile lorsqu'elle a été décidée par le juge. Il est indispensable d'apporter à l'intérieur des établissements les activités, les possibilités de travail, les possibilités d'études. Voilà, et cette question tout de suite d'un internaute, je vais vous poser, Jean-François Forget, éduquer plutôt que punir. Alors pour le coup, on est plus dans l'accompagnement, ce qui nous concerne, que dans la punition. Après, est-ce que la question se pose au sens plus large et noble de la sentence? Ça, c'est un débat qui concerne les parlementaires et la société et pas le représentant du personnel que je suis. Non, j'ai entendu des mots forts qui sont repris par la ministre, qui sont rarement, quelle que soit la tendance, suivis des faits. C'est le temps utile à l'incarcération. Effectivement, elle a raison. Pour autant, je le disais tout à l'heure, est-ce que c'est le bon signal que quand, sur la première incarcération, on va mettre dans la même cellule celui qui n'a pas payé sa pension alimentaire avec celui qui a brûlé le feu rouge, celui qui a assassiné une personne ou celui qui est là pour terrorisme? Est-ce que c'est ça le premier geste de réinsertion qu'on doit annoncer et proposer à ceux que l'on a à gérer? Dominique Raimbault, il y a deux solutions aujourd'hui pour lutter contre la surpopulation carcérale. Il n'y en a pas 40 000. C'est soit créer de nouvelles places de prison, soit c'est moins mettre les gens en prison, et notamment pour ceux qui sont condamnés à des petites peines. Quelle est votre position? La position, c'est qu'il faut moins mettre en prison. Il faut construire un peu de places de prison. Le plan de Christiane Taubira, c'est de monter à 63 000 places. Et ensuite, il faut moins mettre en prison. Et en plus, il faut... Mais moins mettre en prison, quand on commet un délit, il faut qu'on soit puni pour le délit qu'on a commis. Bien sûr, alors, la punition, quelle est la punition? La punition peut être totalement s'effectuer à l'extérieur, à condition qu'il y ait un contrôle très sérieux de cette peine effectuée à l'extérieur. Et c'est quoi une peine à l'extérieur? Une peine à l'extérieur, ça peut être l'obligation de travailler et de rembourser sa victime, ça peut être l'obligation de venir pointer, ça peut être l'obligation de se faire soigner si on est sous la dépendance de l'alcool ou de stupéfiants, ça peut être l'obligation de faire un stage, ça peut être beaucoup de choses, ça peut être l'obligation de faire un travail d'intérêt général, mais aujourd'hui, les chiffres sont assez simples. 5 millions de procès-verbaux, 1 500 000 dossiers qui peuvent faire l'objet de poursuites. Là-dessus, les tribunaux correctionnels rendent 600 000 décisions et il y a 120 000 décisions d'emprisonnement ferme et 90 000 personnes qui rentrent chaque année en prison. Sur ces 90 000 personnes, il y en a un certain nombre qu'on pourrait traiter à l'extérieur. Et en plus, la justice, le triptyque police, justice, pénitentiaire fonctionne mal parce qu'il fonctionne lentement. On incarcère longtemps après la commission des faits et longtemps après le jugement. Ce qui fait que tout ça perd son sens. Et il faut redonner du sens à tout ça et ne pas d'un seul coup déverser sur la prison et les mettre les surveillants et de mettre les surveillants dans une situation impossible. Moi, je crois qu'il ne faut pas tomber dans l'angélisme. On peut effectivement réduire le nombre d'incarcérations pour une part. On peut avoir des peines de substitution, bracelet électronique, etc. Je partage ce point. Mais il faut penser aussi aux victimes. Enfin, écoutez, il y a besoin d'une sanction, il y a besoin de la rapidité de l'exécution de la sanction, sinon, effectivement, elle devient moins exemplaire. Mais ça, c'est une chose. Mais il ne faut pas non plus s'exonérer d'un certain nombre de responsabilités vis-à-vis des détenus par rapport à leur réinsertion, par rapport à ceux qui les encadrent en termes de sécurité. Et donc, j'y reviens encore une fois, je ne suis pas monomaniaque, mais il faut le redire, il faut quand même construire des places de prison pour accueillir dignement, dans des conditions de réinsertion idéales, qu'on cesse ces prisons du 19e siècle, et puis qu'on puisse aussi avancer. Je crois que c'est leurrer et c'est, je crois, tromper la société que de dire qu'on peut simplement se contenter de diminuer le nombre d'incarcérations. Ce n'est pas vrai. Oui, alors Christine Lacerge, avec cette question d'un internaute, oui, la solution n'est sûrement pas de moins sanctionner. Non, mais la solution n'est sûrement pas de continuer à sanctionner autant par la peine de prison. Tous les experts... J'ai bien parlé de peine de substitution possible aussi. Tous les experts
la question pénale et pénitentiaire vous disent que la prison appelle la prison. Que donc, pour un certain nombre d'infractions de moindre gravité, et la CNCDH, la Commission nationale que je préside, des droits de l'homme, propose de supprimer toutes les peines de prison inférieures à 6 mois. Et si nous avançons cette opinion réductionniste Vous gagnerez combien de l'utilisation, ça libère immédiatement 10 000 places. 5 000 places. On est plutôt sur 5-6 000. On est plutôt 5-6 000. Ce qui est intéressant dans le discours de madame... Oui, Jean-François Forget. Oui, mais attendez, je voudrais vous expliquer ce qu'on fait quand même. Et ensuite, Jean-François Forget. Si on supprime les très courtes peines d'emprisonnement, ça ne veut pas du tout dire qu'il n'y a pas de sanction. Il faut sortir de la tête le fait que la prison est la solution. La preuve est largement rapportée que l'accompagnement en milieu ouvert apporte de bien meilleurs résultats que la peine de prison. Et en termes alors pourquoi de on ne le fait pas plus Mais si vous dites que tous les experts sont d'accord, etc., depuis des années, pourquoi parce que ça coûte plus cher Non, ça coûte moins cher. Mais alors pourquoi ça n'a pas été fait? Parce que ça ne marche pas 24 heures sur 24. Oui, la prison, elle marche 24 heures sur 24, elle est capable de répondre au On ne demande pas aux surveillants, est-ce que vous voulez bien recevoir monsieur machin? On lui dit, recevez monsieur machin, même si vous êtes à 150 détenus pour 100 places. Tandis que les services de probation qui tournent avec 4000 contrôleurs pour surveiller, pour suivre 68 000 détenus, pour suivre 175 000 personnes, ils ne tournent pas 24 heures sur 24. Oui. Et on entasse des gens dans des conditions anormales pour le personnel, pour les gens qu'on entasse, parce qu'on n'a pas en place le service qui tourne 24 heures sur 24. Oui, moi je voudrais ajouter qu'il y a environ un surveillant pour 5 détenus, autour de cela, et un conseiller d'insertion et de probation en milieu ouvert pour accompagner 100 détenus. Donc c'est absurde. Donc il y a un manque de moyens. Non, mais c'est absurde. Et il vaudrait beaucoup mieux avoir plus de conseillers d'insertion et de probation qui accompagnent plus de condamnés en milieu ouvert que être dans cette situation qui est à la fois catastrophique et pour les surveillants et pour les détenus. Je parle des petites infractions. Des petites infractions, donc qui est moins de 6 mois. Je voudrais ajouter un mot sur les peines planchées qui ont été instaurées en 2007 sous la précédente législature. Pour la récidive. Pour la récidive, pour les récidivistes. Et le résultat est le suivant. En France, les maxima de peine sont extrêmement élevés. Donc, comparé aux autres pays européens aussi. Comparé aux autres pays européens. Comparé à peu près à tous les pays européens. Pas aux États-Unis. Pas aux États-Unis. Donc les peines planchées ne servent à rien pour les détenus qui ont commis de lourdes infractions et qui sont récidivistes pour de lourdes infractions. Par contre, les peines planchées ont conduit à une augmentation de la durée dans les établissements pénitentiaires pour les détenus, les condamnés. 4 millions de jours de détention. Exactement. 4 millions de jours de détention. 4 000 ans de plus chaque année de jours de détention. Et la durée moyenne des peines est passée de 8 mois à 11 mois à cause de la réforme sur les peines planchées. Et la CNCDH attend avec une impatience vive la suppression... déjà à peine la loi votée, ceci étant. Oui, on l'attendait à peine la loi votée. La Commission nationale consultative des droits de l'homme avait toujours critiqué les peines planchées. Quand même, parce que, sincèrement, je pense que vous êtes à côté de la plaque. Excusez-moi de vous le dire, avec tout le respect que je vous dois, sur les valeurs que vous portez. Néanmoins, quand même, quand vous dites, c'est pas si simple que ça. On va transposer des créations de places d'emploi de surveillants. D'abord, c'est pas des contrôleurs, c'est des conseillers. Si, c'est ce que vous avez dit. Vaut mieux. Alors, je vais vous dire comment que ça marche. Alors, d'une part, c'est pas un surveillant pour 5 détenus, parce qu'on serait bien heureux d'avoir que 5 détenus à gérer. Ça serait une bonne et très bonne réalité pour les surveillants comme pour les détenus d'ailleurs. Par contre, quand mon organisation propose à l'exécutif actuel d'assumer son choix, qui vise à créer une véritable réinsertion à travers un dispositif qu'on verra dans le projet de loi sur l'approbation et compagnie, créons une véritable direction de l'insertion et de l'approbation qui gère en partenariat avec l'administration pénitentiaire, comme la PJJ le fait, avec les mineurs dans nos établissements. Parce qu'aujourd'hui, les moyens alloués à l'insertion, ils sont dilués dans le système, et ça, c'est mécanique. Là, c'est pas de l'idéologie, c'est du pragmatisme. Derrière ça, donnons aux surveillants les moyens aussi de faire autre chose qu'ouvrir et fermer les portes. Parce que celui qui, mieux que quiconque, connaît et peut avoir une analyse sur le parcours carcéral, le fameux temps utile dont je suis content d'entendre la ministre, une fois n'est pas coutume, reprendre un slogan qu'elle note, le temps utile à l'incarcération. C'est important, parce que nous, on doit essayer d'être productifs pour la société.
Faire en sorte de remettre tout ce que où personne n'a réussi à remettre dans le droit chemin. Et pour ça, il faut qu'on ait le regard transparent et efficace pour que le juge d'application des peines, avec l'ensemble des interlocuteurs en commission d'application des peines, puisse prendre la bonne décision. Et en l'occurrence, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on fait quoi? On ouvre, on ferme des portes et on se fait défoncer la tête. Voilà ce qui se passe. C'est notre quotidien. C'est pas ça qu'on veut. Alors, on a lancé, par le biais de mon organisation, une expérimentation sur la région de Dijon. Quelle est-elle, cette expérimentation? C'est ce qu'on appelle, alors c'est une expérimentation, ça s'appelle le surveillant référent, où le surveillant a à charge un certain nombre de dossiers de détenus sur le parcours de la détention, encore une fois. Et il est question de se positionner, de pouvoir donner les éléments de réflexion, d'analyse et de comportement sur la période de détention, ce que personne ne peut faire. Pas plus le CIP que le JAP ou que le chef d'établissement qui, lui, ne voit quasiment jamais le détenu. Donc, est-ce qu'on peut entendre cette réflexion et nous donner l'espace et les moyens de réaliser ce qu'on pourrait considéré comme étant du temps utile à l'incarcération, parce que le seul à même de pouvoir le juger, c'est malheureusement, que ça plaise ou ça déplaise, le surveillant. Mais tout le monde est assez favorable à ça. Tout le monde est d'accord. Le cahier électronique de liaison, c'est une première réponse déjà. C'était tellement une première réponse. C'est quoi le cahier électronique de liaison? Vous pouvez nous expliquer, Dominique Rimbaud? C'est un cahier dans lequel sont notées les observations des surveillants et qui doit servir à apprécier la façon dont on doit aménager la peine. Ça a été condamné par tout le monde, on a attaqué, ça a été pensé par des surveillants, mais vous savez, on en dit du bien. On en dit du bien. On n'a pas le droit de penser. On en dit du bien là, monsieur Forget. On aura compris que ça plus ça, mais tant qu'on n'aura pas avancé sur l'orientation de la population pénale, que l'on mette ceux qui sont des mêmes délits et des mêmes crimes ensemble, qu'on puisse avoir un traitement adapté. On ne le fait pas du tout. Je vous invite à venir avec moi visiter quelques établissements pénitentiaires de votre choix. Comme ça, vous ne direz pas que c'est ciblé. Vous vous rendrez compte que ça ne se fait pas du tout. Ça ne se fait pas du tout. Et d'ailleurs, là où ça se fait, on est efficace. Oui, à Villeneuve-les-Maglottes, je sais qu'on est très attentif. Il y avait une question qu'il fallait comprendre, vous prenez la mauvaise. qu'on regarde, si vous voulez, parce que c'est quand même ces images. Je me rappelle qu'il y a eu ce reportage dans Le Monde qui était tout à fait terrifiant sur la prison des Baumettes, où l'hygiène est totalement catastrophique. Vous voyez ici des ordures qui traînent dans les allées, qui ne sont même pas ramassées. On parle de rats qui ressemblent à la taille de chats et qui s'attaquent aux détenus et aux surveillants. Vous voyez ici les sanitaires. Voilà, tout est délabré. Dominique Rimbaud, comme quand on voit ces images, la prison des Baumettes, on se dit, bon, manque de personnel, d'accord, ça nécessite des moyens, mais on ne peut pas déjà donner un coup de peinture, faire attention, je ne sais pas, à l'hygiène, là, un peu de personnel, vous voyez, faire tout de suite... Alors, je suis allé excusez-moi, mais tout de suite mettre des moyens, je ne sais pas, quand on voit le reportage quand même qu'on a pu lire, c'est vrai qu'on a un peu honte, on se dit, on est français, on est un pays des droits de l'homme, et on voit ces gens qui sont quand même... Et on a été condamnés par la Cour européenne des droits de l'homme, et on se dit, là, vous lisez vous-même, vous êtes politique. Oui, mais Philippe Gosselin, mais ça vaut aussi pour la droite, parce que la prison des Baumettes, elle ne s'est pas dégradée en l'espace de peu de temps aussi. Donc c'est vrai aussi, pendant les 5 ans sous Nicolas Sarkozy, vous connaissez ces conditions de détention de ces détenus. Je veux dire, de mettre un peu d'argent là pour, je ne sais pas, si c'est donner un coup de peinture. Alors, je suis allé au Baumettes après le rapport. Je suis allé au Baumettes début janvier, après le rapport. Et effectivement, il y a eu des efforts qui ont été faits. C'est-à-dire que les projections des cellules, parce qu'en fait, ce qu'on voit, c'est les détenus qui jettent des objets, les restants. C'est gentil de le signaler. J'ai fini par croire à un moment dans l'annonce du rapport au mois de janvier, c'était les surveillants qui avaient pourri cet établissement. À un moment donné, il faut aussi remettre de l'ordre dans tout ça. Mais j'en ai bien d'accord. Si demain votre voisin s'amuse à déverser devant chez vous, vous allez voir vers qui vous allez vous retourner. Là aussi, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Si l'établissement est pourri, c'est pour 2 raisons. C'est parce qu'il n'y a pas eu d'investissement sur le long terme, alors là, quels que soient les gouvernements, et par ailleurs, parce que la population pénale, une partie d'entre elles fait ce qu'elle veut là-dedans et se fiche complètement des règlements et des obligations qu'il y a dans la vie de collectivité. C'est tout simplement ça. Alors, résultat, on a mis des caillebotis, on a redonné des coups de peinture qui ne suffiront pas parce que l'établissement date de 1936. Il y a pas d'eau chaude dans 2 des ailes, des grandes ailes. Il y a 3 grandes ailes. Dans 2 des ailes, il n'y a pas d'eau chaude. C'est un établissement qui est quand même un établissement vétuste. Donc, il y a le projet de reconstruction complète des Baumettes qui est en cours. Mais évidemment, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et ça nécessite des moyens encore. Ça nécessite des moyens qui, là, sont engagés. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, au-delà même d'une augmentation du nombre des incarcérés, au-delà même de cette augmentation, on a une nécessité de construire des places de prison, des places correctes où les gens seront dans des cellules dignes. Il est pas normal de trouver des dortoirs encore aujourd'hui de 8, 9 personnes. Mais oui, mais on est d'accord, mais on le fait pas. Et ce gouvernement... Non, mais attendez, sérieusement, le gouvernement est toujours dans l'attente d'une nouvelle politique pénale. On n'a rien depuis 1 an. Moi, je veux bien qu'on invoque
évoque l'héritage Sarkozy, la précédente mandature, etc. Mais depuis un an, rien n'est fait et on se renvoie la balle entre l'intérieur et la justice. Tout le monde le sait très bien. On est en attente d'une nouvelle politique pénale, rien. On est en attente d'un plan ambitieux de construction de places nouvelles, au-delà même de nouvelles places. Donc il y a un moment, il va falloir que le gouvernement agisse aussi. D'accord, mais la loi pénale est en préparation. Elle sera présentée au Parlement à l'automne. Elle va peut-être être au Parlement à l'automne. 2, on a dit qu'il fallait construire 63 000 places, qu'il fallait avoir 63 000 places, qu'il faut monter le parc pénitentiaire à 63 000 places, et après, il faut rénover les vieilles prisons. Mais on est bien d'accord, on ne va pas au-delà et on ne monte pas à 80 000 places comme vous le souhaitiez. C'est ça la différence. Oui, c'est la différence. Alors il y avait une initiative, parce que c'est apparaître dans le point de Pierre Botton, un ancien homme d'affaires qui avait été condamné par la justice, qui a fait de la prison aussi, et qui propose une prison... Ancien détenu, tout à fait, oui. Et qui propose une prison expérimentale où les détenus dorment chez eux le soir, c'est à l'inverse donc, et vont travailler la journée en prison. Est-ce que c'est une bonne initiative, Dominique Rimbourg ? Toutes les idées sont bonnes et sont bonnes à prendre. La question, c'est celle du montage financier. Il n'est pas question de monter une belle prison en dehors de l'administration pénitentiaire. Il faut que ça soit intégré dans un projet. D'ailleurs, l'administration pénitentiaire fait preuve d'imagination. Il y a des centres de semi-liberté où les gens dorment la nuit, ils vont travailler le jour. Il y a la ferme prison de Casabianda en Corse où on va travailler, on peut sortir. Il y a des exemples, de chantiers extérieurs. Si on peut intégrer ça dans un ensemble, je pense pourquoi pas. Mais c'est un peu compliqué d'être sponsorisé par des privés. Il y a une difficulté. On parlait de réinsertion. Alors on a tous droit à la réhabilitation dans ce pays. On purge sa sentence et puis on redevient un citoyen normal. Il n'y a pas de sujet avec Pierre Botton. Néanmoins, quand même, sincèrement, ça fait 15 fois qu'il change de projet en 5 ans. Alors là, il nous a inventé une idée ubuesque qui vise à aller... C'est vrai qu'on manque... on a tellement de travail dans ce pays qu'on peut en mettre en prison et dire aux gens, vous allez être condamnés à travailler en prison puis vous allez rentrer chez vous le soir. Sincèrement. Arrêtons. En plus, quand on regarde son projet, monsieur Rimbourg, habilement ou plutôt politiquement, n'a pas voulu aborder le sujet ou très sincèrement l'a légèrement fait. Mais oui, monsieur Botton, ce qu'il veut, c'est des prisons semi-privées où il fait rentrer ses petits amis du CAC 40 là, avec le business d'Arditi et compagnie. Non mais c'est ça. S'ils veulent faire de la réinsertion, si monsieur Pierre Arditi, si monsieur Aulas et compagnie veulent faire de la réinsertion, qu'ils viennent goûter au jus de la galère de nos détentions. C'est un peu vrai. Plutôt que de faire de distribuer avec... Je suis pas sûr qu'Arditi soit le meilleur défenseur du CAC 40. Voilà, parce que Pierre Arditi, pour le téléspectateur, Pierre Arditi soutient ce projet. C'est bien le cas de distribuer des milliers de places de concerts ou de... Non mais c'est scandaleux. Comprendre que les travailleurs pénitentiaires, les fonctionnaires pénitentiaires sont des salariés, comme tout le monde, qui ont du mal à joindre le... Et voir des milliers de places comme ça, parce qu'on est dans le showbiz. Mais c'est scandaleux, madame. C'est scandaleux. Je vous le dis, il faut faire arrêter ça. Et voilà. C'est la fin de ce débat. C'est la fin de ce débat. Merci à tous les 4 d'y avoir participé. Ce que l'on retiendra, c'est que le chantier est encore immense, que tout le monde a plein d'idées, mais que ça nécessite beaucoup d'argent et que on verra ce qui sera fait dans les prochains mois, dans les prochaines années. Une volonté politique que pour l'instant, on n'a vu ni à droite et ni à gauche. Et donc, on verra. Dominique Rimbourg dit qu'ils l'ont, que l'actuel gouvernement l'a. Eh bien, on verra. Merci à tous les 4 d'avoir participé à ce débat. On jugera à l'automne. Voilà, on va retrouver Karim Eliaoui qui va nous parler encore. Vous pouvez réagir. Restez installés. Non, vous ne bougez pas. On va parler des réseaux sociaux et le malaise général donc, dans de nombreuses régions où il y a des problèmes donc, avec les prisons. Très rapidement, on va jeter un petit coup d'œil à la presse locale et aux sites d'information. Là, c'est le site de France Bleu qui allait faire un tour du côté de Perpignan. Il y avait une opération prison morte. Alors, on va s'apercevoir que c'est beaucoup de régions qui sont concernées. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est même toute l'Europe qui est concernée par ce fléau. Là, on a le témoignage d'un surveillant de prison qui parle d'une vraie cocotte minute prête à exploser. Le Télégramme de Brest raconte le quotidien des surveillants de la prison de Saint-Brieuc. Eux, ils n'ont pas bloqué la prison, mais en tout cas, ils ont voulu marquer le coup. Saint-Brieuc, c'est 87 places pour 171 détenus, soit 200% de surpopulation carcérale. Si on s'intéresse à Dijon, par exemple, ou ce site d'information qui s'appelle Le Miroir, eh bien, la situation n'est guère plus favorable. 170% de surpopulation carcérale. Et on nous raconte que du côté de Nevers, dimanche dernier, un détenu s'est suicidé. Alors évidemment, ça fait débat, comme souvent lorsqu'on aborde ce sujet.
beaucoup d'internautes repartageaient ce débat qui était apparu sur le site Newsring, qui est un site de débat, avec cette question un petit peu liée à ce fléau. Le tout carcéral, est-ce que c'est une école de la récidive? Et il faut voir que sur ce site d'information, beaucoup considèrent que essayer d'empêcher la récidive avec tout un tas de mécanismes à la sortie de prison pourrait être un facteur qui pourrait réduire la surpopulation carcérale. On a certains internautes qui renvoient vers des sites internet d'associations qui prônent l'aménagement des peines et aussi les peines alternatives. On parle aussi beaucoup du bracelet électronique qui n'est pas suffisamment utilisé selon l'avis de certains internautes. Et puis il y a évidemment ceux qui considèrent qu'il faut construire toujours plus de prisons, comme Guillaume Limonier, qui est un étudiant en commerce, qui écrit sur son compte Twitter: eh bien, la solution de la surpopulation carcérale n'est pas la clémence pour les petites peines, mais plus de place. Et puis, ce que disait Philippe Gosselin tout à l'heure. Hein. Alors c'est vrai plus que de place que cela, mais il en faut plus, oui. C'est un point de vue qui est assez répandu sur les réseaux sociaux aussi. En tout cas, il y a clairement un débat. Et puis, on finit avec ce tweet de Sandrine, un petit peu ironique. Alors, est-ce que tous ces communiqués sur la surpopulation carcérale ne sentent-ils pas l'amnistie massive du 14 juillet? Non, parce que la politique de grâce, qui était la méthode de gestion de la surpopulation dans le passé, a été abandonnée à droite comme à gauche. On considérait que c'était maladroit de libérer des gens sans les accompagner. Oui, donc, mais ce n'est pas une solution. C'est pas une vraie solution. Alors ça peut être une solution d'urgence. Sur ce point-là, je crois qu'on est désormais d'accord. Oui, tout le monde est d'accord dans l'idée qu'on doit accompagner les sortants de prison, d'une façon ou d'une autre. On va partir maintenant au Brésil, c'est tout autre chose, mais c'est aussi l'actualité du jour avec des manifestations massives, historiques d'ailleurs. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé hier au Brésil et ce qu'on en dit surtout sur les réseaux sociaux? Alors on va commencer d'abord avec cet article du Monde. 6J, une nation conformiste, le Brésil s'est réveillé. Et c'est vrai que sur les réseaux sociaux, on partageait énormément d'images de ces manifestations massives du côté de Sao Paulo ou de Rio. Le site du Monde qui a compilé quelques photos assez réussie, assez impressionnante aussi, d'une population très très nombreuse dans les grandes villes brésiliennes. Alors tout a commencé avec l'augmentation du ticket de transport, plus 20 centimes, mais ça n'a été qu'une étincelle parce que les revendications sont beaucoup plus larges. Elles concernent l'argent dépensé pour la Coupe du Monde, mais aussi pour les Jeux Olympiques, qui consiste en des sommes astronomiques et qui plombent, selon certains, l'économie du Brésil. Alors évidemment, du côté de la presse brésilienne, on en parle beaucoup, comme ce site internet Folha de Sao Paulo, où on découvre des images de violence aussi, parce que ça a parfois dégénéré. Mais surtout, les tweetos tiennent à montrer sur les réseaux sociaux la foule incroyable. Ici, c'est à Sao Paulo, sur ce compte Twitter, ou encore sur ce site internet Vine, où on a mis un gif animé qui donne un peu le tournis avec toute cette population qui est descendue dans les rues. Vous allez me parler de Twitter. Justement, je vais vous parler de Twitter avec les hashtags, c'est-à-dire les mots-clés qui sont utilisés par les internautes, parce que Twitter, encore une fois, joue un rôle important dans les manifestations et dans l'organisation des manifestations. Il y a ce hashtag Change Brasil. Il y a aussi cet autre hashtag que je vais vous montrer, Passer livré, ça veut dire ticket gratuit. Évidemment, c'est en référence à ce ticket qui a augmenté de 20 centimes. Autre mot-clé très utilisé par les internautes, O Gigante Acordou, le grand réveil. Et puis enfin, cet autre hashtag plus étonnant, la révolte du vinaigre. Pourquoi le vinaigre? Parce qu'un journaliste a été arrêté alors qu'il utilisait du vinaigre, parce que c'est un produit qui permet de réduire les effets des gaz lacrymogènes, et c'est devenu un mot-clé sur les réseaux sociaux. Il y a même un Tumblr, c'est-à-dire un site où on compile un certain nombre de photos, de vidéos, qui s'appelle La Révolte des Salades. Tous ces internautes donnent énormément d'informations parce qu'ils communiquent énormément autour du mouvement. Et puis il y a même cette jeune fille sur une vidéo sur YouTube qui appelle tout bonnement au boycott de cette Coupe du Monde, qui est devenue un petit peu le symbole de cette contestation. Merci beaucoup, Karim Yayaoui. On vous retrouve à 21h15. Cette fois-ci, je ne me suis pas trompée. Je suis arrivée, vous voyez, heure de Paris, évidemment. Et surtout, on se retrouve demain soir pour un nouveau débat à la même heure, 19h10. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à vous d'avoir participé à ce débat. Rendez-vous demain à 19h10, heure de Paris. Très belle soirée.